Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Déjà 3 ans de podcast, un épisode par mois. Le mois passé, il y a eu un épisode best-of et je me suis rendu compte qu'il y en avait assez pour en faire un deuxième. Donc, part 2 du best-of de Balado Prévention. Encore une fois, des moments cocasses, des moments informatifs. Parfois des moments touchants, hein? Ça va jusque-là. Merci d'être toujours là, fidèle à chaque mois pour écouter Balado Prévention. Merci de vous abonner à la page Facebook de Via Prévention, c'est là qu'on met les podcasts. De vous abonner sur Apple Podcasts, sur Google Play et de nous suggérer des invités, là, si jamais vous en avez, là, des gens qui pourraient être intéressants, qui pourraient partager leur expérience de travail en santé et sécurité avec nous et avec vous, évidemment. Merci d'être toujours à l'écoute et bonne écoute. Bye bye. La deuxième chose qui est ressortie d'ailleurs dans au moins un des rapports de coroner de ces décès-là, le fait que ça soit des piétons âgés, en fait, je dirais pas que ça relève du hasard, là, parce que c'est quand même, ça a été beaucoup des piétons âgés, mais c'est pas ça le plus important, si je peux dire. C'est-à-dire que les piétons âgés, l'affaire, c'est que oui, ils sont plus vulnérables pour plusieurs raisons. Premièrement, ils marchent moins vite, le temps de réaction moins. Le temps de réaction, l'équilibre, parfois. Fait que, tu sais, quand ils commencent à traverser, par exemple, nous, on en a observé beaucoup pour un projet de recherche, tu sais, ils vont commencer à traverser sur la verte, donc ils sont tout à fait dans leur droit, mais parfois, souvent, selon leur acceptation de leur vieillissement, hein, ils pensent qu'ils vont plus vite qu'ils vont pour vrai, puis là, finalement, ils n'ont pas le temps, mais ils sont pas non plus capables d'accélérer, par exemple. Fait que quand on voit des adultes bien portants qui vont commencer sur la raie verte, puis qui voient, par exemple, ou, mettons, le bonhomme blanc, là, puis là, ça commence à clignoter, ou ça vient rouge, la main rouge complète, bien, les adultes, on va se mettre à courir pour finir notre traversée. Les années ne sont pas capables de faire ça. Fait que c'est sûr qu'ils sont plus longtemps sur la chaussée. Fait que ça fait plus de secondes qu'ils peuvent potentiellement être frappés. Mais il y a l'autre chose aussi, c'est que quand ils sont frappés, bien, leurs blessures sont plus graves, puis ils décèdent plus souvent, mais c'est une question médicale aussi, parce qu'ils ont une fragilité de par leur vieillissement. Fait que dans les cas qui avaient lieu, tu sais, je me souviens d'un cas que c'était avec un poids lourd, avec une cargaison quelconque, mais une autre fois, c'était une déneigeuse. Bien, pas une déneigeuse, mais un camion plein de neige. Ce qui a été écrit dans un des rapports du coroner qui était vraiment très intéressant, selon moi, c'est qu'en fait, on les connaît super bien, les angles morts des camions, tu sais, mais on fait pas en sorte que les traversées prennent compte de ces angles morts-là. Okay. Donc, je me souviens d'une fois, en fait, où c'est les dames, ils ont traversé devant, puis le camionneur, il a tourné à droite, il a tourné sur les dames, mais il les voyait pas, hein, il était dans son angle mort du devant, là, tu sais. Parce que le coin de la rue, il est fait. Parce que le coin est trop proche, la traversée est trop proche. Si on fait juste reculer la ligne d'arrêt, là, du feu, ben ça donne une visibilité, puis le camionneur aurait vu les dames, là, peut-être que les dames étaient sur le feu rouge, là, je sais pas, là, hein. Mais au-delà de ça, c'est pas le problème, c'est pas nécessairement peut-être qu'ils avaient commencé sur le feu vert puis qu'ils n'ont pas eu assez de secondes sur le feu rouge parce qu'il n'y a pas assez de secondes pour traverser. T'sais, les secondes seront calculées en fonction d'une vitesse d'un adulte bien portant, là, fait que ça aussi, c'est une chose que les villes peuvent changer. Mais au-delà de ça, on veut pas... on peut séparer, dans le fond, les usagers dans le temps ou dans l'espace pour s'assurer qu'on se voit jamais puis qu'on se frappe jamais, là, t'sais. Par exemple, la Ville de Québec a la plupart de ses feux piétons, tout le monde est au rouge sauf le feu piéton. Mais ça a d'autres inconvénients, du genre, ça te prend 5 minutes de traverser 2 fois parce que le cycle va au complet à chaque fois, tu sais. Puis sinon, des fois, nous séparer dans l'espace, c'est genre faire une passerelle par-dessus, puis là, les piétons passent la passerelle, les voitures passent en dessous. Je pense qu'à certains endroits, c'est peut-être des choses intéressantes à regarder, mais on veut interagir entre nous, là, les différents usagers de la route, là. Si on se voit jamais, le jour où on se voit, là, on ne sait pas quoi faire. T'sais. Fait que c'est bien qu'on interagisse. Mais pour interagir comme du monde, les véhicules ont un habitacle de protection, les piétons en ont pas, il faut donner une petite chance qu'on se voit. T'sais. Fait que clairement, sur les temps de traversée, par exemple, puis là, on parle vraiment d'interaction parce que là, tu me posais la question vraiment en lien avec les piétons frappés par notamment des poids lourds, il faut faire en sorte que
au lieu de traverser, c'est là les lieux les plus problématiques la plupart du temps, ben on s'assure qu'il y a assez de secondes pour les piétons, puis on s'assure que tout le monde est capable de se voir, notamment en reculant le coin de rue, la ligne d'arrêt. C'est des affaires assez simples quand même, quand on y pense. C'est pas une démolition. On ne demande pas de démolir. Mais tu sais, le réflexe, on parlait de vision zéro tantôt, là, la vision zéro, ce que ça propose, là, c'est vraiment quand même une petite révolution de changer. OK, sur nos routes, là, il faut arrêter de prioriser la fluidité des véhicules, un niveau de service que ça s'appelle en ingénierie, puis il faut prioriser la sécurité, mais ça a l'air super facile à dire, là, mais c'est pas si facile que ça à faire parce que toute la façon dont on construit notre réseau routier présentement est pas comme ça, c'est pas vrai, là. C'est pas gentil de dire qu'on s'occupe pas du tout de sécurité routière, mais quand même, on est quand même à une certaine priorité sur la fluidité des véhicules, les décisions qu'on va prendre. Cette histoire de feu piéton-là, ça fait plusieurs années qu'on le sait là, qu'il faudrait que la vitesse qu'on prend en considération, la vitesse du marcheur, est trop vite. Juste donner un chiffre. Là. Puis ça va pas aller en s'améliorant. Ben non, en plus, avec le vieillissement de la population. Mais dans les normes, je pense qu'il y a une braquette là, dans les normes du ministère des Transports, tu peux prendre de 0,8 à 1,2 mètres seconde. Mais la plupart du temps, c'était 1,2 que les gens prenaient. Donc, c'est assez vite. Là. C'est vraiment un adulte bien portant. Là. Moi, je suis à peu près capable de traverser à cette vitesse-là. Quand on regarde les vitesses de personnes âgées, c'est 0,7, 0,8, jamais plus que ça, sans plus être capable d'accélérer, Donc là, la norme est en train d'être réduite à 1 mètre seconde déjà, à plusieurs endroits. Je pense qu'à Montréal, c'est ce qu'ils font, à Québec aussi. Mais puis là, mettons, ils vont la descendre en face d'un centre pour personnes âgées ou en fait, ils vont aller au cas par cas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis plusieurs années. Mais c'est sûr que mettre plus de secondes pour qu'un piéton traverse, ça veut dire changer peut-être ta fluidité dans ton intersection. Mais c'est quoi 3 minutes sur ton trajet quand tu sauves une couple de vies à... c'est des choix j'allais dire des choix de société, mais des choix vraiment politiques presque qu'on prend ou pas pour la sécurité routière, là, dans le fond. Il y a quelques semaines, j'étais dans une entreprise alimentaire qui est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre extrêmement sévère. Ils n'ont plus de gens à embaucher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. C'est une usine? Oui, une usine qui doit avoir à peu près 500 personnes. Donc, ils se sont mis à embaucher une communauté multiethnique de travailleurs, 27 nationalités qui sont mis à rentrer dans l'organisation, des gens qui ne parlent pas français, pas anglais. Et là, il faut les former sur le cadenassage, les espaces clos. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'eau courante de leur vie ni d'électricité dans ça. Il faut qu'ils aillent cadenasser des éléments. Vous pouvez imaginer la complexité que ça peut avoir d'arriver à faire ça. Et je me ramasse dans mon audit que je suis en train de faire avec le représentant des travailleurs. Et souvent, la première question que je vais poser, c'est d'après vous autres, c'est quoi le top 3 de vos problèmes? Et ce monsieur-là, il me dit, vous savez, M. Ferron, ici, il y a 85% d'ethnie dans l'organisation et ce sont habituellement des gens qui sont très croyants et ils croient que Dieu va les protéger des accidents de travail et qu'ici, ils ont un accident, c'est parce que Dieu en a voulu ainsi. La fatalité. Donc, c'est une réalité qu'on a dans la province de Québec en 2017 que je n'avais jamais entendu avant il y a 2 semaines, mais c'est saisissant et ça ramène à l'importance, encore une fois, d'éliminer puis de réduire la source parce que quand même qu'on voudrait essayer de changer les valeurs de quelqu'un qui pense de cette façon-là avec un taux de roulement de 60%, c'est à peu près impossible. Et ce que ça veut dire, est-ce qu'on est imputable de ces personnes-là pareil s'il arrive un accident de travail? C'est sûr que oui. Intéressant. Ouais, j'avais jamais pensé à ça. Ouais, d'habitude, quand on se fait parler, on imagine déjà une prochaine question, mais là, on était absorbé par ça. C'est vrai que c'est troublant et ça ramène, c'est sûr, à l'élimination de la source, puis la responsabilité de l'employeur dans la gestion des risques et l'élimination à la source, comme tu dis. Là. Il n'y a pas 100 000 recettes, c'est toujours la même chose, éliminer, réduire, gérer. Je vous donnerai un autre exemple. On aime ça, les exemples. Un exemple, une compagnie en fait, qui a des usines qui sont relativement au nord de la province, donc énormément de chutes à la glace depuis des années. La plupart de nos organisations ont tous ce problème-là. Vous avez ça dans l'industrie du camionnage aussi. On en a beaucoup avec les autobus scolaires, les gens qui tombent, qui glissent en faisant la ronde de sécurité, des véhicules lourds, ça on en a. Ouais. Et souvent, en santé et sécurité, quand on parle de comportement, puis ça, on veut sensibiliser les gens, puis
Si je vous posais la question, d'après vous autres, est-ce qu'il y a un individu dans la province de Québec qui n'est pas sensibilisé au fait que de la glace, ça glisse? Est-ce qu'il y en a un? À ma connaissance, non. Il n'y a pas personne qui pense que ça colle. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, 100% des gens sont sensibilisés. Et en plus de ça, 100% des gens ont déjà expérimenté la chute sur la glace. Tout le monde est déjà tombé au moins une fois. C'est pété à fiole, je veux dire. Une bonne débarque. Tout le monde en a déjà eu. Donc, on est sensibilisé à 100% et tout le monde l'a déjà assimilé. Et au-delà de ça, si je vous posais la question, est-ce qu'il y a des travailleurs qui volontairement viennent travailler avec des crampons d'un pied? Personne ne le fait. La compagnie que je vous parle, eux autres, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas éliminer à la source parce qu'ils ne sont pas maîtres de la glace et tout ça. Ils avaient quand même évalué la possibilité de mettre des fils chauffants dans leur stationnement à la grandeur de la corporation. Ça coûtait 2 milliards. Donc, on est hors de quelque chose de réalisable. Donc, ils ont regardé la deuxième option de réduire à la source. Ils ont fait augmenter les contrats d'épandage de sel, de sable partout à la grandeur de la corporation. Malgré ça, ils ont continué à avoir des chutes sur la glace parce qu'on ne peut pas en mettre sur les passerelles, ces toits. On ne peut pas en mettre dans tous les endroits possibles sur un terrain qui fait 1 kilomètre de long. Donc, il restait une possibilité, mettre en place des mesures de gestion et ils ont imposé le port des crampons en tout temps durant la période hivernale de la mi-novembre à mi-avril. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à éliminer la problématique des chutes sur la glace. Donc, ce n'est pas en sensibilisant. À chaque année, ils envoyaient des petits emails à tout le monde. Faites attention pour ne pas tomber. L'hiver commence, ça glisse, la glace. C'est cute, c'est gentil, mais ça ne donne pas de résultat. Puis on passe ça comment, une compagnie de travaux en appui sur corde? C'est complètement un hasard. En fait, j'étudiais à l'Université Laval à Québec. Puis l'été, on donnait des cours d'escalade aux jeunes. C'était les camps de jour, en fait, de l'université. Puis j'étais intervenant là pendant l'été. Fait que on donnait des cours à des jeunes. Puis à un moment donné, il y a un des parents des jeunes qui est venu nous voir, puis qui a dit, lui, il travaillait pour la garde côtière. Puis il nous a dit, hey, j'ai des travaux à faire sur des balises, sur des phares, tout ça. Mais là, j'ai vu dans certains pays, ils faisaient ça sur corde. Ça vous tenterait-tu de le faire? Fait que nous, à ce moment-là... J'avais besoin de 100 piastres. Même pas. En fait, à ce moment-là, moi, j'étais étudiant. J'étais sauveteur à la piscine, au PEPS. Je donnais des cours d'escalade. Je voulais pas travailler plus que ça. Moi, ça m'allait. C'était parfait. Fait que ça, c'était en 99. Okay. Fait que on a laissé aller un peu. Puis après, arrive la fin des études. Puis là, on se dit, ouais, pas fou son idée à lui. Travaux sur corde, tout ça. Fait que là, on se met à regarder un peu sur Internet. On se remet en 99, là. C'était pas tout à fait ce que c'est aujourd'hui. T'avais été sur Alta Vista, t'avais regardé ce qui se faisait. Exact, c'est pas mal ça. La toile du Québec, des trucs comme ça. Fait que, on avait regardé tout ça. Puis, je t'avoue qu'on trouvait pas grand-chose au Québec. Okay. On a su par la suite qu'il y avait déjà des précurseurs là, qui avaient parti des choses en travaux sur corde, mais à cette époque-là, c'était pas très visible, puis on trouvait pas. Tout ce qu'on trouvait, ça se passait pas mal en Europe. C'est pas mal là que ça s'est développé, en fait, les travaux en appui sur corde en Europe. Dès les années 70, en fait, ça a commencé. OK. Fait que, moi, vous avez reconnu mon accent, là, je viens de l'autre bord de la Mare, c'est ça, de la Beauce, exact. Fait que j'ai pris contact avec mon père, qui travaille dans le milieu de la construction. Puis je lui dis, on est intéressé, tu sais, les travaux sur corde, tout ça, tu connais-tu du monde, tout ça? Fait que là, il nous sort 2 noms de grosses entreprises en France qui tournaient quand même assez fort à l'époque. Et puis, fait qu'on rentre tout bonnement en communication par courriel avec ces 2 compagnies. On écrit un courriel en disant, voilà, nous, on était 3 à ce moment-là. Là. On est 3, on est intéressé à développer les travaux en appui sur corde au Québec. Il n'y a rien vraiment en place, tout ça. On cherche de l'aide, ça vous intéresse-tu? Puis sur ces 2 compagnies, il y en a une qui a répondu, oui, nous, ça nous intéresse. Là, ça a pris un petit peu de temps, là, les discussions, etc. Finalement, ça a fini par, venez-vous-en travailler pendant 6 mois chez nous, donc en France. Et puis, on va regarder, on va vous éduquer un petit peu là-dedans, on va vous former, puis on va discuter, puis par la suite, on verra ce qui se passe. Fait qu'on est parti comme ça. Ça, c'était donc en 2000. Ça s'est décidé en août 2000. Et puis, moi, évidemment, c'était facile pour moi de retourner en France, les visas, les papiers, etc. 2 autres de mes collègues, à ce moment-là, Yannick puis Jean-Sébastien. Yannick a comme laissé tomber. Là, c'était un peu trop... Il y avait d'autres choses, tout ça. Jean-Sébastien, le temps de faire ses papiers, tout ça, il a été en France un peu plus tard, au mois de décembre.
Fait que c'est ça, on a travaillé pendant 6-8 mois à peu près là-bas. Pour Puis- apprendre les rudiments de faire des travaux comme ça. Oui, vraiment les rudiments. Là. À Ok. l'époque, même en France, la législation n'était pas encore super installée, même si ça se faisait beaucoup. Là. Souvent, en France, on les appelle les prostituées du bâtiment. Là. Tout le monde s'en sert, mais c'est pas vraiment légal. Puis, puis, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'un des plus gros donneurs d'ouvrages, c'est le gouvernement. Fait que, c'est comme, c'était pas légal, mais on te tolère, tout ça. Puis on Fait va que- t'engager en plus. C'est ça, puis on t'engage, puis on te paye. Fait que c'est parti de là, en 2000. Puis suite à notre rencontre avec ces gens-là en France, tout ça, là, on a décidé avec eux de partir l'entreprise Acro-Canada ici. OK. Fait qu'on est parti ici, enregistré là, en juin 2001, puis on a commencé à lancer ça. Là. Tantôt, tu as mentionné le CCHST. Ouais. Là, faut parler d'eux autres. là, OK. Parce que là, c'est nos compétiteurs là, en termes de podcast. Ils ont un podcast, eux autres aussi? Oui. Ah, je savais pas. De la C'est S- différent, là, on de peut la peut-être- SST à emporter. Ouais. Non, mais Ah, ok. on va en parler. On va en parler, là. On Là, va- là, Non, mais c'est pas. on non, parlait des vraies c'est affaires. là. Non, non, non. C'est des. Moi et Sam, là, c'est des collègues. C'est des partenaires. On s'en va dans la même direction. Sur un format différent. Non, on avait pas eu la chance d'en parler. Puis je trouvais ça le fun. Quand on avait eu l'idée de partir un podcast, quand on a amené cette idée de projet-là, on en regardait. Puis le CCHST, c'était à la base le seul podcast qui existait OK. par rapport à la santé et sécurité. OK. Dans un format tout autre, là, nous autres, on fait plus on rencontre des invités Mhm. puis on parle de sujets. C'est plus décontracté ici que le leur? Ouais, ben c'est Ben- plus des capsules. Ah, OK. C'est environ, c'est plus ou moins 5 minutes Ok. sur un sujet très précis. Puis là, je prends toujours le même exemple, là, mais ils vont parler, mettons, en été, l'importance de mettre de la crème solaire Ok. pour pas pogner de coups de soleil. D'accord. Ben, fait que c'est de l'information sur Ouais. un autre format qu'un fascicule ou qu'un dépliant, quoi que ce soit. Là. Donc, on est bien. Eux autres, ils le font, l'information est là, on se dit, on va pas faire exactement la même affaire non Mhm. plus. Là. Ça n'a pas vraiment rapport. Là. Qu'on dédouble cette information-là. Là. Donc, mais eux autres, ça, c'est des petits formats 5 à 10 minutes. Mais c'est juste, on s'amuse à dire que c'est des compétiteurs, mais en réalité, on s'en va tous à la même place. là. Tu sais, on veut. Ben, c'est le fun. Puis en plus, la balado-diffusion, ben, c'est un moyen. C'est un moyen qu'on essaie de Puis promouvoir. là, je reviens de mon espèce de grosse parenthèse. Mais je trouve ça le fun. On a eu un inspecteur de la CNESST qui est venu au courant de l'année 2017, qui est venu nous voir. Là, on a la chance de t'avoir du gouvernement du Canada. Mhm. Quand tu en as parlé à ton patron, que tu avais la possibilité de venir à Balado Prévention, ça a été quoi le genre de réaction ou Mais c'est lui qui m'a demandé de venir. Hey, on est rendu là. On est rendu là. Plugons-le, là. Le gars. Non, mais tu sais, non, c'est correct. Mais si vous voulez venir, faut nous écrire tout de suite parce que là, La c'est liste, ça, là. la C'est liste ça. d'attente La va liste, commencer à se ouais, bâtir. c'est ça, là. Mais ouais. Mais pourquoi qu'il t'a demandé de venir ou ça a été quoi le Ben, lui- cheminement jusqu'à venir à un enregistrement? lui, c'était qu'il était venu à des à vos voyons, j'oublie le nom là. Un comité de liaison. Oui, votre comité de liaison, excusez-moi. Puis je pense que c'est là qu'il en avait entendu parler que vous faisiez ça ou vous aviez peut-être lancé l'invitation à ce moment-là. Puis il m'a demandé, il dit j'aimerais ça que tu ailles faire le podcast ou ça serait le fun si tu pouvais essayer d'entrer en lien avec eux pour promouvoir ce qu'on fait, nos activités, le programme du travail, se faire connaître. Puis j'ai dit ben pas de problème, moi ça m'intéresse. Fait que... Et nous y Nous voilà, nous y voilà. Exactement. Mais justement, c'est quoi le programme du travail? Mhm. Bon, j'imagine qu'il y a tout un département de com après ça, mais est-ce qu'il y a un besoin de faire connaître ce département-là? Parce que, tu sais, au Québec, tout le monde a la CNESST, Ouais. tout le monde sait c'est quoi. Ouais. Les enfants de 6 ans, ils savent c'est quoi. Là, Ouais. tu sais. Prendre du travail, peut-être moins. Est-ce qu'il y a est-ce que ça part peut-être d'une nouvelle volonté? Est-ce que... Ben, ça a toujours été, on est dans plein de forums. On est aussi, nous autres aussi, on est au grand rendez-vous de la CNESST. C'est sûr qu'il y a des endroits où on n'a pas lieu d'être non plus.
dépendamment des forums ou des foires d'emploi. Ben, comme par exemple, on sait plus ce qui est lié à notre juridiction, là, qu'on soit sûr. au bon endroit au bon moment. Ça, c'est sûr, mais non, quand on a des opportunités de se faire connaître, on les prend. La plupart du temps, c'est sûr qu'on a, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'annonces non plus à la télévision ou des choses comme ça, comme la CNESST fait, parce c'est sûr que c'est plus restreint là, notre champ d'action. C'est à peu près 10% de tous les employeurs du Canada là, qu'on Ça, je m'en demandais, c'était quoi le 10%? Donc, à peu près, oui. OK. Donc, c'est pour ça, mais quand on a des occasions, on les prend. Est-ce que vous avez des secteurs un peu inusités? Tu sais, comme nous, on a Les traîneaux à les chiens. traîneaux à chiens. Les tu sais. traîneaux à chiens. Ils font du transport de personnes. Chez Via OK. Prévention, parmi nos membres, on OK. a des transporteurs de marchandises, mais OK. aussi des transporteurs de personnes. OK. Exemple, ceux qui feraient de l'autocar, OK. qui vont aux États-Unis, sont membres ici. Ceux qui vont pas aux États-Unis sont membres Ouais. ici. Mhm. Mais aussi, dans le transport de personnes, on va comprendre les agences de voyage, les calèches et les traîneaux à ouais. chiens. OK, c'est cool, ça. Je lance l'appel, là. Si on peut avoir un traîneur de traîneau à chien, là. Ben, non, techniquement, c'est les chiens. Les chiens traînent, ouais. C'est une invitation. J'en veux un Ah. au podcast. Ça serait... En chemin vers Québec, là, où il y a un gros ski en bois, là. C'est ça. Cette Puis on pourrait faire compagnie-là. le podcast en train de rouler. En tout cas, j'ai des idées, là. Ça serait vraiment nice. Chacun sur son traîneau avec... En tout cas, on pense à ça. Mais ouais, live en traîneau à chiens. Ouais, exactement. Ce serait mal. Un Facebook Live. J'ai un ami qui s'appelle Xsense, c'est commercialisé aux États-Unis ou en Hollande. C'est des capteurs que j'ai sur moi qui me permettent de savoir où je suis dans l'environnement, comment je bouge et tout et tout. Puis ces capteurs-là transmettent des données dans un logiciel qui anime un avatar. On est dans du jeu vidéo, on est dans Unity, je sais pas, c'est une interface qui permet de créer des jeux vidéo. Puis on anime un avatar dans ce jeu vidéo-là, auquel on ajoute des informations utiles, on pense, aux travailleurs qui font leur métier. Donc, on équipe les travailleurs avec ce truc-là. Puis, on regarde comment ils travaillent, à quoi ils sont exposés. Puis, on essaie de se servir de cet avatar-là pour lui donner de la rétroaction à ceux ou ces travailleurs-là pour dire, ben regarde, quand tu soulèves des boîtes, parce que je travaille beaucoup en manutention, quand tu soulèves des boîtes dans tel contexte, ben voici ce que ça fait au niveau de ton dos, voici ce que ça fait au niveau de ton équilibre. On a appelé la présentation voir l'invisible, l'utilisation d'avatar, parce que c'est pas visible pour les travailleurs, là, les compressions qu'ils subissent au niveau de leur dos, les contraintes qu'ils peuvent avoir au niveau des épaules. Et, à moins qu'on arrive dans des seuils d'effort très élevés, les travailleurs ne le sentent pas, mais ça a des effets sur leur structure corporelle quand même. Ça fait que ça peut se dégrader les structures avec le temps, il peut y avoir de l'usure. Fait qu'on a imaginé pouvoir utiliser ça pour rendre ça transparent au niveau des travailleurs. Puis ils appellent ça le contexte ce qu'ils appellent les serious games. C'est l'idée d'utiliser des jeux vidéo comme ça, mais dans une perspective sérieuse, dans une perspective il y en a qui utilisent la Wi-Fi pour la réadaptation. Les travailleurs tu leur fais faire des exercices dans une classe, mais là, ça rime à rien, ils ont de la difficulté. Puis là, tu les mets, eux, devant leur écran, puis ils se voient bouger, puis vous devriez voir comment ça change leur perception. Là, ils se voient bouger, ça devient plus ludique, puis on dirait qu'ils oublient la douleur, puis ils font des mouvements, mais on veut se servir de ça, nous, pour la prévention des maladies professionnelles dans les environnements de travail. Que c'est ça que je présentais ce midi. Je présentais notre avatar, je présentais comment on l'a développé, c'est pourquoi on veut l'utiliser de cette façon-là. Puis là, vous plaisantiez tout à l'heure, le Rockstar, ben, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'après j'ai eu fini de présenter, j'ai invité les gens à passer à notre kiosque, puis ça effectivement, ça a suscité beaucoup d'intérêt. J'étais dans le line-up, en tout cas. La petite phrase qui roule souvent entre nous autres, c'est le contrôleur est le seul responsable de sa sécurité. C'est à toi de dire, c'est-tu le bon endroit pour le faire? Sinon, intercepte un peu plus loin. Sinon, dis au conducteur, regarde, si tu connais bien ton environnement, plus loin, il y a un stationnement d'IGA, tu veux-tu, on va rentrer là. Il y a des moyens de travailler pour ne pas se mettre trop en danger non plus. C'est sûr que si c'est juste une voie dans un sens, une voie dans l'autre, là, si j'intercepte un gros 53 pieds plus mon véhicule de patrouille, c'est peut-être pas l'idéal. Ou dans le trafic sur Crémazie, à l'heure de pointe, il y a des moments et des endroits qui s'y prêtent pas trop. C'est à toi à gérer ton intervention de manière à la faire la plus sécuritairement possible. Moi, côté corridor de sécurité, c'est vraiment personnel à moi. Je trouve que beaucoup de gens ne la respectent pas.
Parce que notre corridor de sécurité, là, c'est pas juste une petite auto de police avec une autre petite auto en avant. Le nôtre, là, il fait 60 pieds de long. J'ai ma voiture de patrouille plus le 53 pieds en avant. Mais les gens, souvent, ils vont faire le corridor de sécurité juste à mon véhicule de patrouille à moi et tout de suite après, ils reviennent. Ah, mais. Mais moi, là, j'ai 53 pieds. Là, je marche tout le long du camion. Là, ils sont vraiment à côté de moi, là, et qu'ils ne comprennent pas trop. C'est particulier. Tu sais, c'est vraiment une situation particulière, là, un 53 pieds qui se fait intercepter. Fait que les personnes autour ne savent peut-être pas trop comment réagir. Fait que j'ai pris l'habitude d'amener mon cône orange, un gros cône orange que j'amène avec moi. Puis quand je suis à la hauteur du conducteur, tu sais, je le mets à ma gauche pour que les gens reviennent pas tout de suite après ma voiture de patrouille. Mais malgré tout, mon cône se fait frapper régulièrement. Oh my God. Oui, ça fait peur un peu, mais oui, non. Ça a vraiment à travailler, je crois. Et c'est pas les conducteurs professionnels les pires. Tous les camionneurs, ils le font majoritairement dans le corridor de sécurité. C'est plutôt les plus petits véhicules. Mais pourquoi? C'est une méconnaissance. C'est-tu parce que des fois, là, le monde, là, sont dans leur routine puis sont sur le pilote automatique. Là. Ils t'ont même pas vu. Souvent, on travaille par deux, puis il y en a un qui se met soit bien en avant ou bien en arrière de notre interception, puis il surveille le corridor. Puis quand il y a un véhicule qui est dans notre mandat, donc commercial, là, va l'intercepter, puis souvent, c'est comme, ben voyons, quelle voiture? Tu sais, ils savent pas. Tu sais, puis il y en a, il dit, j'ai passé à côté, puis vous étiez pas en train d'arrêter personne. Ouais, mais tu sais, tu peux pas rendu à côté, là, il est en train de l'arrêter, faut que je fasse attention, tu sais, c'est pas ça l'objectif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent qu'elles prennent la responsabilité de juger s'ils doivent appliquer ça sur le moment, mais c'est une raison pourquoi c'est un standard, c'est que fais-le tout le temps. Là, c'est pas à toi, c'est comme un stop. Là. Moi, je fais pas mes stops quand il y a pas... non, fais-le tout le temps. Là, tout le temps, c'est ça. C'est comme quand il n'y a pas personne, je passe lentement, puis quand il y a du monde, je fais mon stop au complet. Ça marche pas comme ça. Là. Mais il faudrait que le monde le fasse tout le temps. Moi, il y a un véhicule en panne sur l'accotement, c'est même pas un véhicule d'urgence. Je me tasse. Parce qu'un coup qu'on se fait frôler puis qu'on sait c'est quoi se faire frôler, ben on ne fait pas vivre aux autres. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est la méconnaissance. Amener tout le monde une journée sur le bord de l'autoroute à faire une intervention, ça se peut que demain matin, ils conduisent plus de la même manière puis qu'ils vous laissent de la place. T'sais. C'est un gros manque de connaissances. Là. Fait que j'ai pris l'habitude, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'accotement ou pris dans une voie, je me tasse. Peu importe. Pas besoin de dire « Ah, es-tu régi, celui-là? Faut-tu que je me tasse ou je suis pas sûre? Ah non, lui, il y a pas de flèche, il y a juste des gyrophares jaunes, j'ai pas besoin. » Tu sais, non. C'est-tu vraiment plus compliqué de se tasser? C'est ça. L'autre, il est à quatre pattes en train de changer son pneu, là, puis il se fait frôler. Là, c'est effrayant. Là. Si tout le monde changeait tout le temps, là, ça serait génial. En anglais, le nom de ça, c'est quand même bon. Le move over, là, tasse-toi. Ça parle quand même pour notre corridor de sécurité, il est plus smooth. C'est nouveau quand même ici. Là, c'est relativement récent. Là. Ça fait pas longtemps quand même que c'est là. Puis ça prend souvent plusieurs années avant de changer. C'est pas facile de changer un comportement. Là. Qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Je faisais une visite d'établissement cette semaine et c'est un entrepôt partagé par plusieurs clients où normalement, il y a un client qui est responsable, mais on loue des espaces à d'autres clients. Et le client nous demandait notre aide pour essayer de mettre en place un plan d'entreposage. Et quand je me suis mis à regarder tout ce qu'il y avait, je dis là, on est plus basique que ça, il va falloir que vous vous donniez une politique d'organisation pour encadrer les gens qui vous amènent des matières dangereuses. Je suis tombée sur des boîtes où, en fouillant, j'ai trouvé des résidus de cadmium. C'est cancérogène, là, tu sais. Donc, qu'est-ce que ça faisait là? À qui ça appartenait? Pourquoi c'était là? Je suis tombée sur des boîtes où j'avais multiples contenants sans aucune étiquette et aucune information sur la boîte. Donc, la journée que ce client-là va vouloir se départir de ces produits-là, j'ai vu, on avait une préoccupation d'entreposer les matières dangereuses inflammables, mais il y en avait autant dans ce qu'eux autres appelaient leur bunker, leur voûte, qu'il y en avait sur le plancher au travers des cages qui étaient louées à des occupants. Donc, potentiellement, c'est les risques d'incendie, c'est des risques potentiels de déversement parce que les produits se retrouvent au travers de multiples équipements. Puis quand tu poses la question, c'est qui est responsable, c'est mieux de ne pas poser la question. Malheureusement. S'il faut le demander, ça veut dire que peut-être que... c'est que c'est beau, mais c'est
ça prend les matières dangereuses. Je pense que le plus gros point faible qu'on a dans nos établissements, c'est que on pense que ça se résume au CIMDUT, mais ça part de l'achat jusqu'au moment où tu te départis de tes matières dangereuses résiduelles. Fait que c'est vraiment... faut encadrer le processus au complet. Puis si on pense que ça passe juste par un cartable de fiches de données de sécurité ou par une étiquette... tant qu'à ça, fais-le pas, là. Ça revient quasiment au même, là. Parce que c'est ça, souvent, j'ai l'impression que souvent le réflexe, c'est oui, on fait du CIMDUT parce qu'on a acheté un cours de 4 heures de quelqu'un qui est venu pendant 4 heures, il nous en a parlé, ou on a acheté un programme en ligne qu'on l'a fait. Mais il y a peut-être ça vaut là. Si tu mélanges information et formation, là. Bien, en fait, c'est que souvent, on a pensé que le CIMDUT, ça se résumait à ça. T'sais, oui, j'ai mes fiches. Est-ce que tes contenants sont tous étiquetés? Pas sûr. Est-ce que tu as donné de la formation? Oui, si on a donné de la formation, on a assis notre monde devant un ordinateur. Ouais, mais est-ce que ton travailleur, parce qu'on regarde l'objectif de ça, c'est que le travailleur connaisse les dangers, connaisse les façons de se protéger, puis surtout, soit capable d'intervenir en cas d'urgence. Donc, demain matin, si tu as un déversement chez toi, est-ce que tu sais quoi faire? Puis là, généralement, oui, on a une trousse. Oui, puis après, là, c'est bien beau, là, mais... On a ça, puis on a des belles bouteilles d'eau, si jamais quelqu'un en a dans les yeux, là, on va faire splouche, puis... Donc, je pense que des fois, soit qu'on est juste chanceux, qu'il arrive rien, ou... Souvent, moi, quand je fais des interventions de formation, je demande aux gens, il arrive-tu des choses avec les matières dangereuses? Ah oui, il arrive quelque chose, puis là, est-ce que vous le déclarez? Souvent, on ne fait pas le lien entre ce qui arrive avec les matières dangereuses puis la déclaration d'événements en santé et sécurité. Okay. Malheureusement, c'est un des constats que je fais dans certaines de mes interventions où les gens ne trouvent pas ça important. J'ai échappé un contenant sur le sol, j'ai cassé le contenant, je l'ai ramassé, je ne suis pas trop sûre s'ils l'ont ramassé de la bonne façon. Vous avez fait quoi avec les débris de verre? On les a mis à la poubelle. C'est là que je me dis, c'est soit qu'on est très, 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 très chanceux ou à un moment donné, il va se mettre à arriver une séquence d'événements où on va réaliser finalement que tous les efforts qu'on a mis n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on a une idée de chiffre à peu près du nombre d'accidents par année avec des matières dangereuses? Je sais pas. Je sais que on utilisait quelques statistiques de la CSST, surtout au niveau des accidents graves ou mortels, où l'exposition justement aux contaminants était encore en tête de liste. Au niveau des événements, bien, les dernières années nous ont quand même démontré l'importance. Si on parle juste aux incendies, aux déversements qu'il y a eu, aux feux, si on parle à Mégantic, si on parle de Neptune, si on parle de certains laboratoires, on parle d'incendies accidentels qu'il y a eu, on démontre qu'il y a un point faible là. Est-ce que c'est sûr que quand on regarde les rapports de la CSST, souvent ça démontre la méconnaissance des dangers puis la méconnaissance des processus à appliquer lorsqu'il arrive un événement de la sorte. Je n'affirmerais pas que c'est toujours ça, parce que des fois, il peut y avoir aussi de la mécanique là-dedans ou de l'entretien. Mais j'ai toujours peur d'entendre parler qu'il est arrivé quelque chose ou qu'une situation s'est aggravée parce qu'on n'a pas su quoi faire. Puis d'ailleurs, on est chanceux, les ASP, on a mis des efforts ensemble pour essayer de développer justement des interventions sur justement les déversements. Là, on s'en vient avec un produit inter-ASP là-dessus qui va nous permettre justement d'essayer d'amener les gens à s'outiller et à comprendre l'importance de s'outiller. Fait que l'objectif, c'est pas de former du monde à étendre un absorbant, mais ça va être de leur donner, écoute, garde, es-tu prêt à faire ton worst case scénario? Es-tu prêt à faire face à tes situations? Puis c'est quoi que tu demandes à tes gens de faire? Puis à partir de quel moment c'est le temps de faire appel aux personnes qui sont spécialisées dans le domaine? Puis souvent, les gens ils disent, on va appeler les pompiers. Mais les pompiers outés, ça se peut que les pompiers, eux autres, qui ont un contrat de service avec une autre municipalité, qu'eux autres, ça peut leur prendre quelques heures avant de s'en venir. Là. Les pompiers volontaires. Oui, c'est ça. Là. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance du potentiel qu'il peut y avoir suite à un déversement, du potentiel de risque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir suite à un déversement. Fait que si tu veux commencer à t'entraîner en salle d'entraînement ou tu veux commencer à pratiquer du hockey, prends pas une salle d'entraînement qui est à 45 minutes. Parce que les chances que tu fasses « Ah man, ça me tente pas » sont assez grandes. Fait que tu veux rendre le comportement le plus fluide possible. Fait que j'ai un exemple, mettons, tu finis de travailler, tu passes en auto devant ton gym. Si tu passes devant puis tu y vas pas, tu vas probablement te sentir un petit peu mal de pas y aller. T'sais. Fait que tu veux être sur le chemin. Tu veux que ce soit facile pour toi de mettre le comportement en place. Fait que tu veux éliminer toute source
éliminer ou réduire, mettons, parce que c'est souvent assez difficile d'éliminer, là, mais tu veux réduire le plus possible les sources de friction face au comportement. Tu veux que ça coule le plus vite possible. Fait que la distance géographique peut être un problème. Ta vision de la chose peut être un énorme problème. Si tu dis, l'entraînement, c'est de la merde, moi, je ferai pas ça, je veux pas ressembler à ça, tu n'iras jamais t'entraîner, man. Parce que tu te sens obligé d'y aller. Ouais, c'est ça. Puis ça serait peut-être une autre affaire, mais tu sais, laisse pas ta vision de la salle d'entraînement t'empêcher d'aller chercher des bénéfices. Ça, c'est important. Ton mindset via ça. Tu devrais bouger parce que tu as le droit de le faire, parce que tu devrais le faire, sérieux. Une fois que tu vas commencer à le faire, peu importe la façon, une fois que tu vas retrouver la façon de le faire et de le soutenir dans le temps, tu ne devras plus jamais retourner en arrière. Là. Le problème, c'est que les gens partent avec des affaires. Ce serait peut-être ça la troisième affaire, c'est d'y aller progressif. Puis c'est le conseil le plus générique que tu peux donner à tout le monde, puis il n'y a personne qui écoute parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'y aller intense aussi. Il y a des personnes qui ont besoin de partir à 5 fois semaine. Mais tu sais, burn out pas. Là. Passe slow, vas-y une fois semaine. Parce que si tu passes 5 fois, on parlait de j'ai fait ma métaphore tantôt du coup en termes de volonté, tu sais. Tu vas vider ta réserve de volonté très rapidement si tu pars à 5 fois semaine. Tu pars une fois, mais ça t'en prend un petit peu. Puis quand tu reviens la semaine d'après, tu t'as rempli ta réserve de volonté. Fait un petit peu, c'est mieux que beaucoup de rien. Progrès, peu importe ce que tu fais, essaie de progresser. Puis limite le plus possible les contraintes à l'environnement. Ça serait vraiment ça, je te dirais. Là. Puis peut-être le pouvoir d'une responsabilisation externe, d'avoir quelque chose qui te tient responsable envers ça, que ce soit un ami, une famille, un cours de groupe, ou d'avoir un rendez-vous, ou d'avoir... Ça peut être un engagement externe, là, ça peut être un pari avec un ami, whatever, mais juste ta priorité pour la grande majorité des gens, c'est de mettre le comportement en place. Puis je pense que ça devrait être vu de cette façon-là. Là. Ça devrait vraiment être qu'est-ce qui peut me faire avancer. Puis trouve ce qui peut te faire avancer, puis une fois que tu vas l'avoir fait, tu vas probablement être en meilleure santé pour ton travail, pour tout, là, sérieusement, c'est un... Là, j'étais dramatique un peu au début, puis je suis quand même assez drama queen en général dans la vie, mais tu sais, c'est un problème phénoménal, l'humanité, c'est le fait qu'on est de moins en moins actif. Fait que, ouais, ça a un effet, on a parlé en termes de santé mentale, ça a un effet physiquement. La sédentarité est une cause de mortalité très, très, très grande, là. Indépendamment du poids, même si c'est pas totalement indépendant. Fait que c'est un peu biaisé de dire que c'est indépendant. Là. Mettons qu'on prend juste le fait que tu es inactif dans une journée, évidemment, ça a des répercussions sur ton poids, mais mettons qu'on tasse ça, puis on fait juste ça. Ça, c'est une cause de mortalité phénoménale chez l'être humain. Là. Fait que c'est un problème, ça doit être attaqué. Puis une fois que tu vas commencer à l'attaquer, tu vas te sentir mieux tant que tu le fasses pas parfaitement, puis que tu focuses sur le faire pour les bonnes raisons. Fait que de te demander pourquoi tu le fais, puis d'essayer de connecter tout le temps avec la raison pour laquelle tu le fais. Parce que si tu le fais pour vivre mieux, probablement que tu passeras pas ta journée à te comparer au gars qui a des gros fucking biceps dans le gym, parce que ce gars-là, il le fait pas pour vivre mieux. Fait que c'est de rester connecté avec ta raison, je pense. Là. À partir du moment où on a un accident mortel ou un accident grave, mais si on parle des accidents mortels, parce que ceux-là sont systématiquement enquêtés, au Québec, à partir du moment où on a un accident qui est mortel, et c'est un travailleur au sens de la loi, donc un travailleur qui est sous le régime de protection de la CNESST. À partir du moment où il y a une enquête d'accident mortel, une enquête formelle qui débute, la façon que ça fonctionne, c'est que par la loi, l'employeur est obligé d'informer la commission qu'il y a eu un accident grave ou mortel chez lui. Souvent, c'est soit l'employeur qui va nous aviser, mais aussi régulièrement, la police va nous envoyer, va nous appeler avant même l'employeur. Et à partir du moment où ça s'est déclenché, dans chacune des régions du Québec, on a des équipes d'inspection, donc les inspecteurs de la CNESST que tout le monde connaît. Mais ces inspecteurs-là sont aussi formés pour faire les enquêtes. Donc, on n'a pas à la CNESST des personnes qui sont des enquêteurs puis des personnes qui sont des inspecteurs. C'est nos inspecteurs qui font les enquêtes. Et on a à ce moment-là 2 inspecteurs, ils travaillent toujours en équipe de 2. On a 2 inspecteurs qui vont se présenter le plus rapidement possible. Pour nous, ça, c'est des cas, priorité numéro 1. C'est comme une enquête, analyse d'accident, mais plus. Oui, c'est ça. Nous autres, on appelle ça, dans notre jargon, à nous, on va appeler ça une enquête chromée. Okay. Donc, c'est comme l'enquête plus, parce que effectivement, à chaque fois qu'un inspecteur va dans un établissement pour un accident, peu importe le type d'accident, il va faire une enquête, mais pour nous, on va appeler ça plus une intervention. OK. Et à la commission, à partir du moment où on parle d'enquête, on parle de ce qu'on voit, là, de ce qui sort publiquement, là, que nous, on appelle des enquêtes et où on va sortir avec le grand processus. Donc, ces inspecteurs-là vont rapidement se présenter sur place pour aller faire une collecte d'informations. Les premières étapes, en fait, c'est la même chose en industrie quand dans une entreprise, on veut faire une enquête. Plus tu arrives vite,
ben, plus tu as d'informations. Ouais. Puis les informations de première ligne, donc ce que tu as dès le départ, c'est les informations souvent les plus importantes. Fait que nos inspecteurs vont se présenter là, vont commencer à prendre beaucoup d'informations et on va utiliser une méthode qu'on appelle l'arbre des faits. OK. Donc, tous nos inspecteurs sont formés sur une méthode d'enquête qui s'appelle l'arbre des faits. C'est une méthode qui est inspirée de l'arbre des causes de l'INRS et qui a été un petit peu modifiée pour les besoins de l'organisation. Ça a été mis en place en 2000. Avant ça, on faisait des enquêtes, mais on n'avait pas de méthode d'enquête formelle. Donc, ça vient structurer un peu la méthodologie est standardisée, peu importe le genre d'événement. Exactement. Donc là, maintenant, quand vous regardez des rapports d'enquête de la CNESST, tous les rapports d'enquête ont la même forme. La structure du rapport est exactement la même, puis la démarche qui est utilisée par les inspecteurs est toujours la même. C'est standardisé dans l'ensemble des régions et tous les inspecteurs le font. Puis c'est vraiment l'arbre des faits, où là, on va travailler on va chercher les faits, en fait, les différents faits, pour nous amener tranquillement vers les causes. Donc, on a cette équipe-là qui travaille sur le terrain. Et cette équipe-là est toujours appuyée par une équipe du central, par des membres d'une équipe du central qui est mon équipe à moi. OK. Pour nous assurer de donner un soutien à l'équipe d'enquête qui est sur le terrain pour faire en sorte qu'on va, de façon certaine, être en mesure de découvrir quelles sont les causes de l'accident. Et, bon, évidemment, les rapports d'enquête, comme commission, on s'est donné un délai maximal de 6 mois pour les produire, incluant la diffusion. Donc, on essaye, dans un délai de 6 mois, de communiquer les résultats de nos enquêtes. Parfois, c'est plus rapide, mais aussi parfois, en fonction de la difficulté qu'on a ou de la complexité de l'enquête, ça peut être un petit peu plus long. Mais sur une moyenne, on s'est donné une moyenne d'à peu près 6 mois. Et au moment où l'enquête est diffusée, ça, on s'est vraiment fait un devoir de diffuser nos enquêtes. De par la loi, on ne serait pas nécessairement obligé de les diffuser publiquement comme ça. Mais en 2000, quand tout a été installé, la commission a décidé de diffuser les enquêtes d'accident parce que le principal objectif d'une enquête d'accident, c'est sûr que c'est de découvrir ce qui s'est passé, mais c'est pour pouvoir éviter la répétition de l'accident. Donc... Et là, les rapports qui sont diffusés sont pas anonymes, mais on efface les noms des gens impliqués. On voit uniquement le nom de l'entreprise dans lequel le travailleur s'est blessé. Donc, les rapports sont dépersonnalisés. Dépersonnalisés, c'est là. Il y a les rapports personnalisés. La loi sur la santé et la sécurité du travail établit à qui on doit donner des copies du rapport personnalisé, comme par exemple l'employeur, le syndicat vont recevoir une copie personnalisée, mais c'est dans l'usine où c'est arrivé. Fait que, eux autres vont recevoir des copies personnalisées, mais l'ensemble des autres intervenants, quand on commence à diffuser à l'externe, c'est des copies dépersonnalisées. Mais notre objectif, c'est vraiment de faire de la prévention. On fait des enquêtes, puis on les diffuse parce qu'on veut faire de la prévention, puis on veut éviter que ça puisse se reproduire dans d'autres milieux de travail. Donc, on essaie vraiment de faire la plus grande diffusion possible pour vraiment sensibiliser les gens puis essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et puis là, dans les dernières années, il y a les simulations 3D de certains de ces événements-là. C'est quoi l'intérêt d'avoir une vidéo ou quel a été le déclic d'amener ces simulations-là? Bien, on a commencé ça doit faire à peu près 1 an et demi qu'on a commencé ça. C'est sûr qu'il y a un besoin avec toutes les nouvelles technologies qu'on voit maintenant, avec le Facebook, Instagram, etc. Les gens aiment voir, les gens lisent un petit peu moins, puis les gens aiment ça voir rapidement ce qui s'est passé. Fait que ça nous permet quand même rapidement de montrer aux gens rapidement ce qui s'est passé. On a commencé ça il y a 1 an et demi, à peu près, on en faisait quelques-unes, mais maintenant, on s'aperçoit que c'est vraiment une demande. Les gens aiment ça. Et là, on l'a systématisé. Maintenant, la majorité de nos enquêtes d'accidents mortels comportent une simulation comme ça pour vraiment sensibiliser les gens sur ce qui s'est passé. Puis après, une fois que tu l'as vu, là, si c'est quelque chose qui te concerne en tant qu'industrie, là, tu peux aller lire le rapport ou aller prendre plus d'informations sur ce qui s'est passé puis de comment on pourrait éviter que ça se reproduise.